Dans le cadre de notre tournée locale et régionale, à savoir comment les gens d'affaires vivent cette situation qui est un peu hors de l'ordinaire, un peu beaucoup hors de l'ordinaire. Euh, Ce qui nous intéressait, c'est de savoir au niveau du droit, au niveau du palais de justice, au niveau du côté judiciaire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça va? Est-ce que les causes sont entendues? Bon, moi, j'ai tellement de questions à poser à ce niveau-là. Et on a demandé à Maître Jérôme Théberge, qui vient d'ouvrir son bureau sur l'avenue Saint-Magloire. Vous avez vu de toute façon la publicité récemment sur nos ondes. Et on a une belle télévision CMA TV dans la salle d'attente de Maître Jérôme Théberge. Alors, on a demandé à Maître Jérôme Théberge s'il accepterait, s'il acceptait, est-ce qu'on va mettre l'imparfait ou le conditionnel, mais quand même, il a accepté, c'est ça qui est important, de nous rencontrer et de répondre à nos questions. Jérôme Théberge, bonjour. Bonjour Michel, Ça va bien? ça va très bien. Bon, on se connaît quand même bien, alors, et même très bien, alors on va éviter le vouvoiement, ça va faciliter les choses. Aucun problème avec ça, Michel. Jérôme, d'abord, tu es avocat, oui, bien sûr, mais tu as arrêté et tu es revenu à la pratique. Raconte-nous un peu là, ce Le temps d'arrêt. cheminement. Moi, j'avais commencé en 2004 ici à Montmagny et en 2017, j'ai décidé de prendre un temps d'arrêt. Ça fait toujours du bien un peu de prendre un certain recul. C'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai été 2 ans en sabbatique où j'ai profité un peu de la vie. Raconte-nous un peu ce 2 ans-là. Quand même, 2 ans, c'est long. Ça a été long, mais ça a passé quand même assez vite. Oui. Écoutez, j'ai laissé tomber les livres et les crayons pour devenir un peu plus manuel. Ce que j'ai fait, j'en ai fait quand même beaucoup. J'ai appris à bûcher, j'ai appris à chasser, j'ai appris à trapper. Je suis rendu apiculteur amateur, je suis rendu à m'occuper d'abeilles. J'ai construit un camp en bois rond. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai voyagé. J'ai été 1 mois et demi au Yukon. J'ai été 1 mois en Thaïlande avec un billet d'aller sans billet de retour à me promener un peu partout, backpack, sans aucune destination. Et puis là, après un certain moment, bien, c'était le temps de recommencer à travailler. Et la pratique du droit, c'était mon domaine, c'est ce que j'aimais, alors je ne voulais pas faire autre chose. Alors j'ai recommencé, j'ai ouvert un bureau au 1er mars dernier. Mais tu t'es spécialisé. J'ai suivi des cours à l'université aussi en un micro-programme de 2e cycle de PRD, Prévention et règlement des différends, ce qui me permet aujourd'hui d'agir à titre de médiateur et d'arbitre en matière civile et commerciale. D'ailleurs, Pourquoi? Parce que tu pensais que ça manquait peut-être à ta pratique? Ou? ça fait des années que les tribunaux essaient de nous envoyer vers les règlements et vers tout ce qui est parallèle à la justice pour essayer de désengorger un peu la justice. L'arbitrage est une mécanique où ça va aller plus vite. Au lieu d'avoir un procès dans 1 an et demi ou 2 ans, si quelqu'un me nomme comme arbitre, je suis l'équivalent d'un juge en matière civile et commerciale, je vais entendre la cause peut-être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, donc ça peut être très rapide. Le désavantage, c'est que contrairement aux juges qu'on n'a pas à payer, eh bien moi, les gens vont se partager mes honoraires 50-50, peu importe qui gagne, peu importe qui perd, mais je suis en mesure de rendre un jugement en matière civile et commerciale. Je suis un juge choisi par les parties. Ça va vite, mais il faut le payer. C'est la différence. Et au niveau de la médiation civile et commerciale, il y avait déjà des médiateurs dans la région ici, sauf que ça faisait partie du micro-programme de 2e cycle que je suivais. Donc, c'est une corde de plus que j'ai rajoutée à mon arc. Donc, je peux maintenant faire ce type de domaine-là aussi. OK. Donc, ça faisait partie du 2 ans. Est-ce que c'était dans le plan du 2 ans de sabbatique ou est-ce que c'était prévu de le faire à ce moment-là? Avant que je quitte en 2017, j'avais suivi un cours, une formation qui était plus restreinte en matière d'arbitrage civil et commercial, mais pas aussi évoluée que ce que j'ai suivi avec le diplôme, qui est 5 cours universitaires, dans le fond, l'équivalent de cours de maîtrise au 2e cycle. Donc, c'était pas planifié, mais j'en ai profité pendant ces 2 ans-là pour faire le diplôme complet. Ça me permet de poser la question, est-ce que, comme avocat, parce que en quelle année tu as terminé ton droit? Je suis avocat depuis 2004. On fait 3 ans au bac. OK, tu as Et vraiment ensuite, terminé en 2004? 2004, j'étais avocat. Moi. J'ai fait OK. mon stage, j'ai été nommé avocat en novembre 2004. Ça m'amène à te poser la question, est-ce que, comme avocat, on doit, parce que justement, suite au cours que tu as suivi durant ton sabbatique,
Est-ce qu'il faut se recycler? Est-ce qu'il faut retourner sur les bancs d'école régulièrement pour... Est-ce que ça change beaucoup, le droit? Je vous dirais qu'après un 2 ans d'absence, quand je reviens, il y a certains domaines qui ont changé beaucoup. Comme le droit du travail, ça, j'ai vu que ça a changé beaucoup, mais le reste des dossiers, tout ce qui est en droit civil ou en protection de la jeunesse ou en matière criminelle, c'est des principes qui sont bien ancrés depuis longtemps. Il y a des choses qui changent, mais jamais rien d'énorme. Alors, les gros changements que j'ai vus, je les ai vus en droit du travail. À savoir si on doit se recycler ou non, la réponse est oui. Maintenant, on doit faire 30 heures de formation continue à tous les 2 ans, ce qui n'existait pas avant. Quand j'ai commencé en 2004, il y avait des vieux avocats qui n'avaient pas suivi de formation depuis des années, puis j'oserais même dire peut-être depuis des décennies. Alors, ça a changé. Maintenant, on a l'obligation légale pour rester membre de l'ordre. On a l'obligation de faire 30 heures par 2 ans. OK. Et le 30 heures, c'est au sens général du droit? C'est nous qui suivons les formations qu'on veut. Ça peut être en déontologie, en travail, en civil, peu importe le domaine qu'on veut, ça va rentrer là-dedans tant que c'est autorisé par le barreau et on a des listes très longues de dossiers qu'on peut suivre. Ça peut être des formations en ligne, ça peut être des formations en classe. Comme moi, par exemple, mon diplôme de 2e cycle rentre dans la formation obligatoire. Donc, je n'ai pas besoin d'en refaire. Étant donné que j'ai fait 5 cours universitaires, je suis en mesure de... J'ai comblé mes heures. Tu es bon pour 2 ans. Je suis bon pour 2 ans. Jérôme, moi, ce que je voulais, d'abord, tu viens d'ouvrir ton bureau. Oui. Est-ce que c'était dans le plan de carrière? C'était dans le plan de carrière. C'était pas dans le plan de carrière de l'ouvrir 2 semaines avant une apocalypse, ça c'est sûr. Mais c'était déjà dans mon plan de rouvrir. Parce que je ne savais pas exactement sous quelle forme j'allais ouvrir. Est-ce que j'allais ouvrir seul? Est-ce que j'allais être avec des gens? Ça, je ne savais pas encore. Est-ce que j'allais être seulement arbitre, seulement médiateur? Est-ce que j'allais faire des dossiers d'avocat? Ça, je ne le savais pas. Mais ça s'est un peu concrétisé que moi, je voulais faire surtout le droit civil, le droit commercial, le droit du travail, faire l'arbitrage et la médiation. Et j'avais engagé une autre employée avant la pandémie pour faire tout le droit criminel, le droit de la protection de la jeunesse et le droit familial. Donc, on allait 2 avocats qui allaient se séparer un peu les domaines. Je ne voulais pas me perdre dans tous les domaines. Vient un temps qu'on ne sait plus où donner de la tête au niveau de la formation, au niveau de se mettre à jour. Je ne voulais pas me garrocher dans tous les domaines. Donc, je voulais vraiment séparer ça en 2 personnes au bureau. Qui va revenir après la pandémie. Qui va revenir par la suite. Parce que c'est plus tranquille. Là. Oui, c'est plus tranquille. Tu as ouvert un très beau bureau sur l'avenue Saint-Madoire. Merci. Bien installé. Maintenant, moi, la rencontre aussi, c'était, oui, de parler de la carrière. D'abord, est-ce que c'est un rêve que tu as réalisé d'ouvrir un bureau? J'ai parlé de plan de carrière, mais est-ce que c'est un rêve? Ou... C'était pas un rêve. Si on monte il y a quelques années, je n'avais pas le plan de partir seul. C'était pas du tout mon plan. C'est juste que les choses m'ont amené à me dissocier de mon ancienne équipe. Et maintenant, j'ouvre un bureau par moi-même. Jérôme, on va parler du domaine judiciaire. Allons-y. Comment ça se passe actuellement? Est-ce que le palais de justice fonctionne? Est-ce que la justice fonctionne? Comment ça se passe? On peut commencer par parler de l'accès au palais de justice. Au niveau de l'accès, habituellement, les citoyens ont accès au palais de justice pour aller voir les causes en matière civile, les causes en matière criminelle. C'est public. Les gens n'ont pas accès aux dossiers qui sont à huis clos, donc les dossiers en droit familial, les dossiers en protection de la jeunesse, ça, c'est privé. Les gens n'ont pas accès à ça. Mais habituellement, les gens ont le droit d'aller voir les causes. Là, en ce moment, depuis la pandémie, depuis le 23 mars, les citoyens n'ont plus accès au palais de justice. On ne peut pas rentrer. On ne peut pas aller voir les causes. Il n'y a pas de cause, mais concrètement, les gens ne peuvent même pas rentrer pour aller faire quoi que ce soit, sauf une petite exception, je vais y revenir. Moi, comme avocat, je n'y ai pas accès non plus, sauf si j'avais une cause, mais jusqu'à maintenant, tout procède par téléphone ou par visioconférence. Ça fait que les avocats, on n'a même pas accès. Moi, le 24 mars, donc le lendemain où tout a été fermé par le gouvernement, je me suis présenté au palais de justice parce qu'on a une bibliothèque de droit avec des livres de droit et de la jurisprudence dans tous les palais de justice pour les avocats et je n'ai même pas été en mesure de m'y rendre. Les constables spéciaux m'ont dit qu'il y avait des directives de ne plus laisser rentrer les avocats, donc je n'ai même pas eu accès moi-même. Habituellement, au greffe, quand on a des procédures en matière civile, il faut qu'on aille au greffe, on paye un timbre. C'est un frais que le ministère de la Justice charge pour avoir le droit d'entamer une procédure judiciaire. Et on ne peut même plus aller au greffe pour timbrer les procédures. Il faut leur renvoyer par la poste avec une autorisation de paiement par carte de crédit. Ils vont nous le retourner par la poste. Je peux continuer là-dessus.
Habituellement, on va porter la procédure à un huissier. Et là, on essaie d'éviter les contacts comme le gouvernement le demande, ce qui fait en sorte qu'au lieu d'aller porter les procédures aux huissiers, on les scanne et on leur envoie par courriel. Et eux, les huissiers, ont été autorisés par le gouvernement et la Chambre des huissiers à signifier les procédures par courriel, ce qui n'existait pas avant, à ma connaissance. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Donc, c'est un peu comme ça que ça fonctionne au niveau de l'accès au palais de justice. C'est très restreint. Les seules personnes qui, à ce que je sais, ont le droit de rentrer et que les constables vont permettre l'entrée, ça va être les gens qui ont des amendes à payer. Les gens vont rentrer, les constables vont leur dire « Vous êtes mieux de retourner chez vous et de payer par Internet ». Et si les gens n'ont pas accès à Internet, les constables vont permettre aux gens de rentrer pour aller au comptoir pour payer leur amende, mais tout de suite, on les escorte vers la sortie, ils ne restent pas là longtemps. Donc, c'est les seuls cas, à ma connaissance, où les gens peuvent rentrer dans le palais de justice, sauf s'il y a des causes qui sont plus urgentes, mais à ma connaissance, il n'y en a pas eu encore qui se sont faites physiquement sur les lieux. Et les causes les plus urgentes se font par vidéoconférence? On a de la conférence téléphonique, on a de la visioconférence également, mais la visioconférence, c'est compliqué, mais ça s'en vient. Ce qui m'amène à parler du droit civil. Le droit civil, c'est surtout quand on va réclamer de l'argent à des gens, les questions de droit de passage, les questions presque de bornage en matière de prescription, presque tout ce qui est en deux individus dans la société, ça va passer par le droit civil. Au niveau du droit civil, la manière dont ça fonctionne, c'est qu'après le 23 mars, on a reçu un avis de la Cour supérieure à chaque semaine pour nous tenir au courant. Tous les dossiers, les procès qui étaient fixés à certaines dates, du 23 mars jusqu'au 10 avril, ont été annulés. On avait un avis en disant tout ce qui est urgent, vous allez nous envoyer au juge coordonnateur un courriel avec une copie de la procédure en expliquant pourquoi c'est urgent. Et après ça, un juge communiquera avec vous pour voir est-ce que c'est urgent et si oui, comment est-ce qu'on va procéder. Conférence téléphonique ou visioconférence, c'était au juge de décider. Donc, de semaine en semaine, tout a été reporté et reporté et reporté. On pouvait juste traiter les urgences jusqu'au 1er mai dernier où, à ce moment-là, on a reçu un avis de la Cour supérieure qui nous disait, bon, on peut traiter les urgences. Et pour les autres causes, si vous pensez que sans que ce soit nécessairement une grande urgence, on pourrait les traiter quand même. Vous allez nous envoyer copie des procédures et un juge communiquera avec vous et on verra comment ce sera géré. Ça, c'était au 1er mai. Et là, ce que j'ai appris en début de semaine, c'est que la Cour supérieure est en train de mettre en place une salle de cours virtuelle. Donc ça, c'est nouveau, je l'ai appris cette semaine. Le 15 mai prochain, les avocats, on va se réunir dans cette salle virtuelle-là, ceux qui veulent faire le test, pour voir comment ça fonctionne. Donc, un avocat pourrait être dans son bureau avec une caméra et des écouteurs et être en mesure de parler directement à la cour et voir tous les autres avocats. Ou ça pourrait se faire par téléphone cellulaire ou par tablette. Mais là, toutes les informations ne sont pas encore sorties, je ne les ai pas encore, mais ça s'enligne vers ça, sur une espèce de salle de cours virtuelle où tout le monde serait présent, mais sans être présent. Donc ça, c'est le nouveau développement de la semaine. Donc, en droit civil, sauf les urgences, il n'y a rien qui procède, mais ça ne procède même pas au palais de justice. Donc, ça, c'est en droit civil. On va s'arrêter quelques instants. Oui. Moi, j'aimerais ça savoir, Jérôme, d'abord, on parle beaucoup de virtuel, puis de vidéoconférence, puis de... Moi, j'aimerais ça savoir exactement ce qui se passe quand on a des causes. Si on parle de causes jugées importantes, c'est quoi une cause importante? C'est quoi une cause importante puis moins importante? Moi, j'aimerais ça qu'on puisse en jaser. Puis voir comment tu vois l'avenir par rapport à la justice. Est-ce que ça va changer? Parce qu'on dit que ce ne sera jamais plus pareil dans beaucoup de secteurs d'activité. J'aimerais ça savoir, avoir ton opinion là-dessus. Donc, on revient avec notre invité dans quelques instants. Maître Jérôme Théberge, avocat à Montmagny. Alors, on revient avec notre invité, Maître Jérôme Théberge, avocat à Montmagny, depuis longtemps, mais avec son nouveau bureau sur l'avenue Saint-Madois. Jérôme, avant la pause, tu parlais beaucoup de causes importantes ou moins importantes. Qu'est-ce qu'on considère comme une cause importante ou une cause moins importante? C'est quoi la différence entre les deux? Toutes les causes sont importantes. J'ai dit des urgences ou des moins urgences, c'est pas pareil. OK, c'est beau. Mais au niveau des urgences, si je prends l'exemple en matière de droit criminel,
À l'heure actuelle, la manière dont ça fonctionne, c'est que toutes les causes, tous les procès ont été annulés. Toutes les causes sont reportées, les comparutions, les orientations. Ça a été reporté en juillet, en août, pour prise de position rendue là. Donc, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui procède, sauf ce qui est urgent. Et ce qui est urgent, ça va être les détenus. Donc, si une personne est arrêtée par la police et que la police décide de ne pas le laisser aller, et que le procureur de la Couronne qui étudie le dossier décide lui également de ne pas le laisser sortir et de le garder détenu, là, on peut faire comme avocat une requête pour remise en liberté. À ce moment-là, on peut procéder, mais ça va fonctionner par conférence téléphonique. Donc, le détenu reste à l'établissement où il est détenu et on va avoir un juge, on va avoir le procureur de la Couronne et l'avocat dans son bureau, ce qui fait en sorte que tout procède par conférence téléphonique. L'autre possibilité au niveau des détenus, si par exemple un détenu voulait plaider coupable aujourd'hui et sa sentence serait de 2 semaines ou d'1 mois d'emprisonnement, on ne peut pas reporter au mois d'août parce qu'il ferait plus en bout de ligne. Donc là, les juges vont autoriser qu'on procède immédiatement à un plaidoyer de culpabilité. On va fixer une date et une heure et il va y avoir une cause fixée par conférence téléphonique juste pour nous à ce moment-là. OK. Donc, c'est un peu les urgences, c'est surtout en matière de droit criminel, les détenus. C'est vraiment au niveau du détenu, oui. S'il est incarcéré ou non. Exact. OK. On parle beaucoup de changements, on parle beaucoup de virtuel, on parle beaucoup de vidéoconférences, appels téléphoniques, conférences téléphoniques. Est-ce que tu crois qu'avec ce qui nous arrive actuellement, ça nous permet de développer de nouveaux procédés, de nouvelles façons de faire qui pourraient libérer, parce qu'on sait que les palais de justice sont remplis à craquer, on parle beaucoup d'arrêt Jordan. Est-ce que tu penses que cette nouvelle façon de faire pourrait désengorger un peu les palais de justice et qu'on pourrait utiliser plus souvent cette façon de faire qui va être plus rapide? C'est sûr qu'au niveau de la justice, j'ai pas l'impression qu'on est un domaine qu'on utilisait énormément la technologie à l'avant-garde. C'est un domaine qui est très conservateur à la base. Mais je pense qu'après cette pandémie-là, avec toutes les démarches qui sont faites depuis 2 mois, qui vont continuer à évoluer au cours des prochains mois, on va peut-être faire un bond de 10 ans dans le temps. On va peut-être être rendu au mois de décembre, là où on aurait été dans 10 ans, n'eût été de cette pandémie-là. On avait déjà l'utilisation des visioconférences, mais au palais de justice. Que l'avocat reste dans son bureau avec une caméra et puisse plaider comme ça s'enligne potentiellement pour faire, ou à tout le moins les gens vont faire le test, on était à des années-lumière de là. Donc, je pense que la justice va faire un bond. Est-ce que désormais, on va être en mesure d'envoyer au greffe nos procédures par courriel pour être timbrées? Possible que ça va fonctionner. Est-ce que les huissiers, on va leur retirer le droit après la pandémie de pouvoir signifier par courriel? Ça me surprendrait, sauf s'il y a vraiment des catastrophes. Je pense que ça semble fonctionner à l'heure actuelle. Donc, probablement qu'au niveau des huissiers, ils vont garder ce droit. Je sais que les notaires ont désormais le droit de faire des signatures virtuelles. Est-ce qu'on va leur enlever ce droit-là? Je ne pense pas, sauf si quelque chose a mal été. Donc, quel est l'avenir? Je pense que la technologie va avoir évolué beaucoup, beaucoup plus que ce à quoi on pouvait s'attendre. Est-ce qu'on va tout transférer en salle virtuelle? Probablement pas, mais si on a une cause à Montmagny avec un avocat qui est à Sept-Îles, peut-être qu'il sera autorisé à faire la cause. Ce sera maintenant possible. Je pense que désormais, il va y avoir plus de passe-droit et d'autorisation de rester dans le bureau quand on est à une certaine distance. Je pense que là-dessus, ça va beaucoup aider. Donc, oui, je pense que la technologie va vraiment servir beaucoup dans les prochaines années. Est-ce que tu vois ça positivement, l'arrivée des technologies, ces nouvelles technologies? Au niveau des technologies, je suis peut-être un peu plus conservateur, alors j'aime bien être sur place, voir les gens. On parle souvent de le langage non-verbal, voir comment le témoin réagit, voir comment il va répondre. J'aime être face au témoin, interroger, contre-interroger, mais il va falloir s'adapter. On n'aura pas le choix. Est-ce que ça va être ma chose préférée? Probablement pas, mais on n'aura pas le choix de s'adapter. Est-ce que ça va être plus facile ou plus difficile de le faire, justement, en ne voyant pas les gestes verbaux, non-verbaux? Est-ce que ça va être plus... Moi, je pense que ça va être plus difficile. Parce que le langage non-verbal, qu'on est devant un témoin pour voir comment il réagit, ce ne sera pas la même chose que de le voir devant une caméra. C'est ce que je pense. Très intéressant comme entrevue. Merci, Michel. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Ça m'a fait plaisir. L'adresse, c'est l'avenue Saint-Magloire? 20 avenue Saint-Magloire. Numéro de téléphone 418-248-7474. Et la spécialisation? On fait de tout au bureau. Alors. Merci beaucoup, Jérôme Théberge. Maître Jérôme Théberge. Ça fait plaisir. Monsieur Montminy. On se connaît quand même très bien, mais c'est Maître Jérôme Théberge. Merci de nous avoir reçus.
Merci à Et toi. ça complète, ça vous aiguille un peu sur le système judiciaire actuel avec cette pandémie. Donc, ça complète, on s'arrête.